Bienvenue sur le round. Merci de cette invitation, cher ami. Merci d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Donc, premier round, thématique, projet de loi de finances 2023. À quoi joue le gouvernement avec un point d'interrogation. Deuxième round, qui aura pour thème l'istiqlal est-il à l'aise dans ses gants. Et troisième round, faut-il croire aux promesses gouvernementales en 2023. Ok, on commence. On démarre avec le premier round. Projet de loi de finances 2023. À quoi joue le gouvernement? Il s'agit de parler de la loi de finances. C'est bien de quoi il s'agit pour commencer. La loi de finances, celle-là, on l'assume. L'ancienne loi de finances était une loi de transition et celle-là, la majorité assume. On ne pourra plus dire que c'est une loi de transition, de passage. Donc on assume. Pour parler de loi de finances, il y a trois questions qu'il faut se poser. On vient d'où? C'est-à-dire on vient d'où? On vient d'où? Les années, la séquence. Ouais, on vient d'où? On va où? Et on va où? Surtout Hélène, je crois. Et deux autres questions. Est-ce que nous sommes dans le cadre de la déclaration du gouvernement et de la majorité? Est-ce qu'on n'a pas fait sortie de route? Ouais. Et est-ce qu'on est dans les clous du nouveau modèle de développement? C'est des références sur lesquelles il faut toujours s'installer. Est-ce qu'on est aligné avec cette loi de finances à la déclaration de politique générale du chef du gouvernement en octobre dernier? Est-ce qu'on est dans les clous avec les recommandations principales du nouveau modèle de développement? Je crois savoir que non. Sur la déclaration du gouvernement qui a obtenu la majorité, nous sommes dans les clous. Pas de sortie de route. Sur le nouveau modèle de développement, certes, on est sur un pied de l'État social par rapport au nouveau modèle de développement bien parti, bien ajusté. Sur la création de richesses et de valeur ajoutée supplémentaire, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Où sont les 250 000 emplois qui avaient été promis l'an dernier dans le cadre de la déclaration de politique générale? Ne serait-ce que si on prend cet exemple-là. Oui. Vous aviez promis, vous, avec les autres partis avec qui vous êtes coalisés, à savoir le RNI, le PAM, la création de 2 millions d'emplois à l'horizon 2026 sur un rythme de 250 000 emplois par an. Aujourd'hui, oui, selon mes sources, on n'a pas créé plus de 40 000 emplois en 2022. Donc on est très loin de la promesse électorale et gouvernementale, surtout, de création de 250 000 emplois. Non. D'abord, la promesse de 1 million, il faut la juger après 5 ans de mandat. Deuxièmement, la première année, comme je vous l'ai dit, c'est une transition forcée. Et on a créé à Orache des emplois temporaires assistés en attendant la croissance qui va générer. C'est combien d'emplois à Orache aujourd'hui? C'est 125 000 personnes. 125 000, c'était l'objectif. Aujourd'hui, c'est 42 000 emplois de créer. En cours, l'année n'est pas terminée. L'année n'est pas terminée. Il reste 2 mois. Força s'installe, commence à créer de l'emploi. La fonction publique, avec les académies régionales de formation de l'enseignement, le total fait déjà 50 000. Tout ça, c'est des emplois productifs? C'est du fonctionnement. Est-ce que c'est des emplois productifs? Non, c'est du fonctionnement. C'est des emplois qui n'ont aucune valeur ajoutée. Je vous l'accorde. En termes de création de gestes. Je voulais revenir sur l'investissement. Sur l'enseignement, c'est de l'investissement, même si c'est budgétisé sur le fonctionnement. Et je vous accorde que la structure du budget n'a pas encore bougé, puisqu'on a toujours 2 tiers de fonctionnement. Et l'autre tiers entre la dette, les intérêts de la dette, et l'investissement. Donc la structure. Intérêts de la dette qui ont explosé au bout d'un an de responsabilité. Absolument. Vous engagez à investir 300 milliards de dirhams d'investissement public. C'était 245 pour le finance 2022. Là, vous assumez le 300 milliards de dirhams? On assume parce qu'on accélère l'investissement. L'État fait bouger et fait rentrer, charge les carnets de commandes de l'entreprise marocaine. Sauf que le souverain ne vous a pas demandé de booster l'investissement public, il vous a demandé de booster l'investissement privé. L'investissement privé revient au privé. Non, mais l'État crée les conditions. L'État doit créer les conditions, et c'est par la charte qui a tardé pendant des années. La charte a vu le jour, elle a été adoptée. C'est la faute à la charte? Non. Au retard pris par la charte? Pourquoi? Non, attendez. Non, allez-y. La charte, accordez-moi que la charte, on l'attend depuis 3 gouvernements et qu'elle est sortie la première année de ce gouvernement. Dans Tact, on a une charte qui va permettre de booster l'investissement privé. La charte n'est pas faite pour le public. Qu'est-ce que vous avez prévu dans ce projet de loi de finances 2023 pour booster l'investissement privé?
Attendez. Qu'est-ce qui a été prévu pour booster l'investissement privé? C'est la charte. En 2020. Ah, c'est la charte. C'est la charte. La charte, c'est un cadre juridique, c'est un environnement. Avec les décrets qui vont sortir, qui vont donner des avantages jusqu'à 30% de subventions en fonction de l'installation et de type d'investissement. On a un outil pour permettre à l'État. On a un outil qui permettra à l'État de faciliter et de subventionner l'investissement et encourager l'investissement. On a enfin le fonds Mohamed VI qui s'installe avec une levée de fonds de 45 milliards. Pour l'instant, il n'y en a que 15. Oui. Du budget alloué par le budget général de l'État. Absolument, parce qu'ils vont faire un levée de fonds auprès des bailleurs pour avoir un fonds souverain suffisant pour impulser l'investissement privé. Donc l'État, sur l'investissement privé, pour l'instant, joue. Ce qui manque, c'est la volonté du privé d'y aller de la façon la plus rapide possible. Le privé qui vous dirait qu'eux, ils ont besoin de visibilité et de gains d'opportunités en matière de rentabilité de l'investissement. Donc, propose-leur des opportunités. C'est toujours le même discours. Revenons à la loi de finances. La loi de finances. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a une philosophie. Personne ne peut dire aujourd'hui que c'est une loi de finances incolore inodore. D'accord? Vous l'entendez, ça se dit un petit, ça commence à se dire. Vous l'avez entendu? Oui, on peut l'entendre. D'une certaine élite économique, certains opérateurs économiques. Qui sont assez déçus, qui sont profondément déçus. Qui s'attendaient à autre chose d'un gouvernement dirigé soi-disant par un parti libéral. Et à la grande surprise, cette majorité fait du socialisme. Il faisait confiance à l'Esterclel pour donner une dimension économique à ce projet de loi de finances. L'Esterclel est rentré parce qu'il est au centre droit avec cette majorité pour faire valoir une politique pour la classe moyenne. On va y revenir. Simplement, en termes de nouveautés, on est en pleine séquence inflationniste aujourd'hui. Oui. Le monde entier, le Maroc y compris, on est bien d'accord. Un pouvoir d'achat qui n'est quasiment pas soutenu, aucune politique publique de soutien direct au pouvoir d'achat, si ce n'est la caisse de compensation sur 3 produits de base en matière de consommation. On voit que dans le projet de loi de finances 2023, il n'y a strictement rien comme aide directe, en tout cas d'aide de soutien au pouvoir d'achat, que ce soit pour celles et ceux qui vont mettre de l'essence au niveau de la pompe, que lorsqu'on va aller faire ses courses, tous les produits, tout a foncièrement augmenté. Il y a la classe moyenne aujourd'hui qui est menacée de déclassement social. Cette feuille de route économique PLF 2023 ne propose rien. Non, il ne faut pas exagérer. Lorsqu'on double le montant de la caisse de compensation, ce qui est un soutien, il y a un transfert au niveau social. Le gouvernement ne peut pas tout faire à la fois. Il a arbitré. On peut être d'accord avec lui, on peut dire qu'il aurait dû arbitrer plutôt sur le pétrole ou le gasoil. Il a arbitré sur le gaz, en disant le gaz, le pain, le sucre, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas en 2023 la bouteille de gaz? Probable. Ça bougera? À mon avis, non. Ouais, mais en tout cas, c'est possible que ça bouge. Il y a des ballons d'essai. On y reviendra ultérieurement. Il y a des ballons d'essai, mais je ne pense pas. Simplement avant de passer au deuxième round, justement, on va faire un focus sur. Non, mais je voulais dire plusieurs choses. Allez-y. Non, mais est-ce que là, quand on démarre le budget général de l'État avec 400 milliards de dirhams et qu'on sait que les charges globales de l'État s'élèvent à plus de 600 milliards de dirhams, c'est que déjà on a un budget totalement en déséquilibre au niveau de ce projet de loi de finances. C'est-à-dire concrètement, où est-ce que c'est la case et la route et l'autoroute de l'endettement à laquelle le RNI, l'Istiqlal et le PAM nous guident? Sur un budget déficitaire, ça fait 20 ans que les budgets au Maroc sont déficitaires et les 20 prochaines années seront toujours déficitaires parce que nous sommes un pays en construction, en émergence. Lorsqu'on a la prétention de faire de l'émergence, on est obligé de passer par des budgets déficitaires parce qu'on investit sur l'avenir. D'accord ? Sauf que vous avez prévu un déficit public compressé autour de 4,5% du PIB. Ce serait miraculeux si en tout cas, vous l'avez annoncé. Oui, mais espérons qu'on ne soit pas à 6. Quand on part avec moins de 200 milliards de dirhams au départ, je me dis comment on va faire pour arriver avec un déficit public réduit à 4,5%. C'est pour ça que vous allez remarquer que ce budget, il a une cohérence parce que il fait des recettes supérieures de 20% sur l'année suivante. Oui, sur le dos des ménages. Sur tout le monde. Sur le dos des ménages, essentiellement. Des entreprises et des ménages. Évidemment. Sur qui? Il n'y a que les ménages et les opérateurs qu'on taxe. On ne va pas taxer l'administration. Il y a trois acteurs dans l'économie. Il y a l'administration, il y a les ménages et il y a les opérateurs. Donc lorsqu'on augmente les recettes de 20%, on va les chercher là où il y avait beaucoup de fuites.
Et l'objectif, la cohérence de l'objectif, c'est d'aller chercher des marges de manœuvre pour faire l'État social. L'État social est un acte fondateur qui structure toute la démarche du gouvernement. Chercher des sous là où il faut, plutôt que de les chercher dans les poches des ménages et dans les tiroirs caisses des entreprises. Beaucoup s'attendaient à la mise en place, avant de passer au deuxième thème du deuxième round, à la mise en place d'une taxation sur les hyper-profits. Le gouverneur de Banque de Marley, il y a quelques semaines, avait complètement accrédité l'idée qu'effectivement, il était nécessaire de faire payer plus ceux qui avaient gagné plus. Et vous avez décidé de ne pas le faire. Si, c'est le cas. On augmente. Les banques vont payer 45% d'IS. Les autres vont monter de 31 à 35. Tout le monde, au niveau de l'IS, tout le monde monte selon une trajectoire qui est décidée sur quelques années, mais les grandes fortunes, les grandes sociétés, plus de 100 millions de chiffre d'affaires, passent automatiquement à 35 et les autres passent à 45. La banque et l'assurance paieront 45. C'est les secteurs réglementés monopolistiques. Donc. Oui, donc l'acte fondateur d'augmenter de la taxe sur les grands opérateurs est là, elle est dans cette loi de finances. Donc nous, ça sera taxer les hyper-profits à hauteur de 35%. 45 pour les banques. Les banques et les assurances. Les compagnies pétrolières. 35 plus la taxe de solidarité qui est reconduite. Donc ils seront suffisamment taxés. Ben, ça se discute. Non, mais je vous pose la question. Moi, je pense que c'est ça se discute et ça se débat. Bien sûr, comme d'habitude. Mais le taux, il est 5 points de plus pour ces grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2% d'entreprises au Maroc qui payent 80% de l'IS. Ça, c'est la responsabilité du politique aussi. C'est pour ça. D'inverser l'équation. C'est pour ça que le gouvernement annonce déjà que parmi sa philosophie, c'est d'élargir la base. C'est pour ça que la TVA pour les notaires, etc., et la retenue à la source pour éviter. C'est un élargissement de la base, la retenue à la source. C'est courageux de le faire parce qu'il va y avoir beaucoup de résistance. Et vous voyez déjà. Ça a commencé d'ailleurs. Ça commence. Et ça, c'est courageux parce que ça élimine une partie de la rente. Sur l'IS. Yes. IS progressif sur 4 ans, c'est ça, 2026 ? Oui. On annonce, le gouvernement. C'est un beau cadeau pour les grandes entreprises, ça. Et pas un beau cadeau pour les TPE et les PME. Oui, mais c'est comme ça que c'est perçu, Annel. L'avantage, c'est que le gouvernement a le courage de dire voilà la feuille de route, voilà la visibilité, voilà comment les choses vont se dérouler sur 4 ans, et il n'y aura pas de surprise l'année prochaine. Pas de surprise l'année prochaine, on passe au deuxième round. Si vous voulez, on n'a pas encore terminé le premier. À quoi joue le gouvernement dans ce cadre de projet de loi de finances 2023 ? Deuxième round qui a pour thème l'Istiqlal. Est-il à l'aise dans ses gants ? L'Istiqlal est à l'aise dans cette majorité. L'Istiqlal a choisi d'y être, personne ne lui a forcé la main, en connaissance de cause. Lorsque l'Istiqlal, on lui a présenté le projet de la déclaration du gouvernement et le programme, s'est retrouvé dans cette option sociale soutenue. Donc, après une séquence qui a beaucoup dérangé sur les 10 dernières années où le pouvoir d'achat des Marocains a baissé, c'était l'occasion de travailler dans cette majorité pour essayer de rattraper le pouvoir d'achat de la classe moyenne en 2 temps, par le revenu indirect. C'est-à-dire lorsque demain les ramidistes vont aller dans une clinique privée, ils ne vont rien payer, l'État paye pour eux. Ça vous y engagez à ça ? Est-ce que vous y engagez au nom de l'Istiqlal aujourd'hui de dire concrètement face caméra que toutes les Marocaines et les Marocains qui en 2023 souhaiteraient se diriger vers une clinique ou un hôpital pourront le faire avec aisance, sans frais, sans devoir présenter une carte bleue sur le bureau à l'entrée d'une clinique, ne pas forcément sortir sa Mastercard. Est-ce que vous vous y engagez en 2023 ? L'État a la volonté de le faire, elle a changé les textes, elle est en train de faire la réforme de la gouvernance du secteur, de la gestion globale du secteur. Toute la volonté est là, toutes les lois sont là, tous les décrets sont prêts, cette réforme est en cours. Maintenant, il y aura toujours des cliniques qui ne jouent pas le jeu, c'est à l'État de les contrôler et de les obliger à jouer le jeu. Les contrôler et les obliger, ça veut dire quoi ça ? Leur envoyer
un contrôle fiscal? C'est ça que non, vous non, moi, je vais vous raconter parce que beaucoup d'entreprises se plaignent aujourd'hui d'avoir les contrôles inopinés. J'avais un ami pression qui était dans une clinique pendant le Covid et à qui on réclamait un chèque de caution, etc. Ouais. Ben, il m'a appelé, je lui ai dit appelle un huissier. Le huissier est arrivé, ils ont tout arrêté, ils l'ont reçu, ils l'ont interné. Il faut que les Marocains aussi défendent de façon civilisée, responsable, leurs droits. L'État ne peut pas se substituer à tous les secteurs. L'Istiqlal aussi, donc c'était le parti qui s'était présenté, je me souviens, lors de la campagne électorale 2021 comme le parti de la classe moyenne. Oui. D'autres partis ont essayé de le faire aussi, mais en tout cas, ça a toujours été une revendication première du Istiqlal. Elle reste. Classe moyenne aujourd'hui, classe moyenne inférieure qui est en train de s'inférioriser encore plus. Oui. Érosion du pouvoir d'achat continue. Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise dans vos gants là-dessus? Oui, parce qu'on a été surpris par ce qui est arrivé. On s'attendait à une sortie de Covid compliquée, mais on ne s'attendait pas à cette inflation. On ne s'attendait pas à la problématique de l'accessibilité au blé, le problème de l'Ukraine, la guerre. Toute cette perturbation n'a jamais été prévue dans notre programme électoral. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous êtes à l'aise dans le fait qu'en 2023, les automobilistes, les Marocaines et les Marocains devront payer au prix fort le prix de l'essence ou le prix du diesel? Non, mais on aimerait sans qu'aucune mesure ne soit prise, en tout cas prévue dans le projet de loi de finances, pour une fois de plus, ou plafonner les prix à la pompe, ou plafonner les marges, ou essayer de réduire la pression fiscale sur le carburant. On essaie de maintenir cette inflation. On n'a pas les moyens de tout plafonner. On a choisi de subventionner le transport pour de minimiser les augmentations sur les produits et le transport des produits pour qu'il y ait le moindre de dégâts. Les dégâts sont là. L'inflation, quand on a une inflation, personne ne peut nier le contraire. Lorsqu'on a une inflation de 8, il y a des dégâts. L'inflation est-elle importée? Une grande partie est importée. Et une partie de spéculateurs profitent de la situation. Est-ce que les aides directes pour les transporteurs vont être reconduites en 2023? Probablement. La guerre continue. La guerre continue. Est-ce que les 3,5 milliards de dirhams qui ont été alloués aux transporteurs à ce jour, est-ce qu'ils ont été calculés, mesure d'impact, savoir si effectivement l'argent donné, parce que l'argent public c'est votre argent, mon argent et l'argent de ceux qui nous écoutent, est-ce que cet argent-là a été... À 95%, l'argent a été ciblé sur les transporteurs. Certains n'ont pas joué le jeu. Il y a eu quelques dérapages. Le ministère de l'Intérieur et du Transport est intervenu. Il y a eu quelques sanctions. Mais ça, c'est le propre d'une économie comme la nôtre. Il y aura toujours des gens qui essaient d'en profiter. Donc en 2023, pas d'aide spécifique pouvoir d'achat aux classes moyennes? Si. C'est la santé. C'est les augmentations qu'il y a eu avec les syndicats. C'est les 8 milliards de redressement. L'augmentation, c'est les 5% d'augmentation du SMIC? C'est ça que vous êtes en train de dire? Entre autres. Non, mais je crois que vous êtes sérieux. Non, je ne suis pas sérieux. Je suis sérieux dans le sens qu'il faut m'écouter. Il y a eu une politique et des arbitrages. Le gouvernement est parti avec la théorie de l'ancien président, l'ancien Premier ministre italien. Toucher tout le monde un peu, selon ce qu'on peut mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Et on a essayé de toucher les fonctionnaires un peu, toucher les salariés un peu. On est en attente. Demain, je ne peux pas vous garantir l'exécution de la loi 2023. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas garantir non plus l'exécution des 300 milliards de dirhams d'investissement public non plus. Personne, il n'y a aucun gouvernement au monde qui est capable de prévoir. Sinon, être transparent en disant si la catastrophe continue et s'il y a d'autres catastrophes, s'il y a une sécheresse l'année prochaine, tout est remis en cause. Les 4% n'existeront pas. Parfaite transition parce que on va passer au troisième round. Et le troisième round qui a pour thème, vous en souvenez? Non. Faut-il croire aux promesses gouvernementales en 2023? Donc, parfaite transition. Est-ce qu'il faut croire aux 4% de croissance que le gouvernement a mentionné dans son projet de loi de finances 2023? Est-ce qu'il faut croire aux promesses gouvernementales d'un retour de l'inflation autour de 2%, alors qu'elle est à plus de 8,3%, ne serait-ce que pour le mois de septembre, on est bien d'accord? Et ça monte crescendo, donc on devrait rester sur des moyens de 8 à 8,5% d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il faut y croire? Deux choses. Avant de commencer, un gouvernement est là pour essayer de faire une politique volontariste. Il veut arriver aux 4. Il ne dit pas que je suis sûr d'arriver aux 4. Il donne c'est un horizon. Un horizon. Le ACP dit vous allez faire 3,7. Le FMI dit 3,1. C'est des projections. Mais le gouvernement, dans une loi de finances, vient avec un objectif. Je ferai tout pour arriver aux 4. Mais il va faire comment? Comment il va faire pour arriver aux 4%? Vous dites, effectivement, c'est un horizon, c'est un target.
Mais c'est quoi les moyens des ambitions de faire 4%? Les 4 sont très faciles parce qu'on a fait 1 en 2022, 0,8. C'est comme ça, donc passer à 4, c'est très... Ça fait des années qu'on n'a pas eu 4% de niveau de croissance. Ça fait des années qu'on n'a pas eu 4% de niveau de croissance. Mais c'est même pas ça. On a perdu 3 ans. On a fait moins 7 en 2020, plus 6 quelque chose. Ça se rattrapage en 2021. Donc sur les 3 ans, on n'a pas créé de richesse. Donc pourquoi on l'a créé en 2023 ? Parce que cette feuille économique, PLF permettra en tout cas de créer 4% de richesse, c'est-à-dire plus de 40 milliards de dirhams additifs sur le PIB. C'est pour ça qu'on n'a pas dit 9, 8, etc. Et qu'il est facile de passer de 1 à 4. Et si on a de la chance, qu'il puisse pleuvoir. S'il ne pleut pas. C'est une sale histoire. Il y aura une loi de finances rectificative. S'il ne pleut pas, il y aura une loi de finances rectificative, c'est ce que vous annoncez d'ores et déjà. Je ne suis pas dans la responsabilité. Projet de loi de finances 2023, il est prévu de sortir éventuellement sur les marchés internationaux de la dette, avec une mobilisation de 60 milliards de dirhams. PLF 2022, c'était 40 milliards qui n'ont pas été utilisés pour l'instant. En tout cas, pas de sortie, parce que conditions défavorables, a priori. Ce qui est prévu, c'est 40 milliards. Oui. Mais avec une marge de 20 plus 20. Absolument. Possible. Parce que encore une fois, le gouvernement et tout le monde, et la Banque centrale, et les opérateurs. Ça veut dire que si vous comptez financer la possible croissance à hauteur de 3 ou 4%, l'objectif que vous êtes fixé, ça passera nécessairement par la dette. Absolument. Sinon, il faut faire des coupes dans l'investissement et il faut retarder l'État social. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit... On a arbitré en disant sur l'enseignement, on ne bougera pas, sur le budget les grands chantiers, on ne touchera pas, et sur le social, la protection sociale, on ne bougera pas. Ça, c'est acquis. Maintenant, on cherche des marges de manœuvre budgétaires par l'impôt, et s'il est nécessaire, on ira prendre 40 milliards ou 60 milliards. De toute façon, vous ne pouvez pas relever plus d'impôts. Je ne pense pas qu'il est prévu d'augmenter encore plus la pression fiscale et augmenter les recettes fiscales pour financer l'économie et la croissance. Non, on finance des dépenses avec les recettes. Oui, non, je veux dire, la croissance, vous la financez comment de 4% ? Lorsqu'on met 146 milliards dans les entreprises publiques, on crée de la croissance. Sauf que la croissance, on a un niveau de rentabilité de l'investissement public qui est le plus faible au monde. Vous n'allez pas créer de la croissance comme ça. Non, la croissance. Si vous réduisez les dépenses publiques. La croissance, oui, possible. Oui. L'emploi, difficilement. Donc on voit bien, Alain Machkoun, que les hypothèses de croissance dans ce projet de loi de finances 2023 restent très hypothétiques. Et très volontaristes. Très hypothétiques. Et très volontaristes. Qu'est-ce que vous dites aux Marocains qui vous écoutent et qui ont envie... que la situation est difficile, que c'est très difficile de piloter. C'est très difficile de venir après 3 ans de non-croissance, très difficile de venir avec un héritage et des retards avec nos amis du PJD qui nous ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'investissements. On le voit sur l'eau, on le voit sur le dessalement, on le voit sur beaucoup de réformes qui n'ont pas été faites. Aujourd'hui, il faut rattraper dans une situation très compliquée que personne n'a connue, n'a l'expérience de la chose, parce que l'inflation, la guerre, la sortie du Covid, la sécheresse en même temps, c'est le cadeau qu'aucun gouvernement ne peut espérer. Mais en même temps, quand on est aux affaires et qu'on prend les responsabilités, c'est pour les assumer. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut. La politique, c'est pas le mur de lamentation. Non, absolument pas. Il faut avoir une stratégie, faire de la transparence. Et en cours d'exécution de la loi de finances, venir dire, voilà, il s'est passé ça, supposons que le prix de l'énergie, pour une raison ou une autre, descende de façon extraordinaire, parce que enfin l'Arabie Saoudite et la Russie augmentent la production, toutes les hypothèses sont ouvertes, on ne sait pas. On est aveugle. Oui, celui qui... prenez l'Allemagne, je vais vous donner une référence que les gens ne donnent pas. L'Allemagne est en train de signer des contrats pour le gaz pour 2 ans. Parce qu'ils ils spéculent la fin de la guerre en 2025. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer des contrats. Sur du long terme. Et qu'ils voudraient revenir en 2026 avec le gaz russe. Même les Allemands... Et nous, on fait quoi avec il faut toujours regarder les Allemands ce qu'ils font. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas regarder la France. On ne regarde pas Berlin, on ne regarde pas l'Allemagne ? Non, il ne faut pas regarder la France. Il faut regarder qui ? Certains pays plus intelligents. Merci en tout cas à vous, Alain Machkoun. Pour ce ring, 3 rounds. Merci.